Bonsoir à tous. D'abord, désolé pour ce contretemps. La technique, c'est toujours un peu compliqué des fois. Alors, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire entièrement consacré à Ishimoku. Alors, l'idée du webinaire, c'est de se dire que c'est une méthode, Ishimoku, et en fait, c'est une méthode qui est assez large, assez riche, et ce qu'on veut vous montrer ce soir, c'est qu'à partir des mêmes bases, on peut développer la méthode dans des directions très, très différentes l'une de l'autre. Alors, que ce soit Khalid ou moi, eh bien, on a des historiques qui sont différents, on a des formations qui sont différentes, on a des expériences avec Ishimoku qui sont différentes. On a travaillé l'un et l'autre pour développer des éléments nouveaux. Je vous montrerai quelques éléments que j'ai très peu développés jusqu'à maintenant. Donc, on fait l'un comme l'autre de la recherche sur la méthode. Et donc, vous allez voir deux modes de traitement d'une même méthode, Ishimoku, de manière totalement différente. Alors, quelques petits points avant de commencer. Donc, vous êtes sur YouTube et j'ai le chat devant moi. Donc, le principe que l'on adopte à la FAT dans toutes nos manifestations, c'est qu'on laisse le conférencier s'exprimer. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et on fera à la fin du webinaire, on fera une session questions-réponses. Les questions que vous posez au fur et à mesure, moi, je vais les noter. Et puis, eh bien, je me ferai le porte-parole auprès de Khalid et moi, je noterai mes propres questions. Et on fera donc une session de réponses à la fin du webinaire. Ce webinaire sera divisé en deux parties. Dans la première partie qui va durer 2 fois 15 minutes, Khalid et moi, nous allons vous expliquer notre conception de la méthode Ishimoku. Et la deuxième partie, eh bien, sera une partie libre. Chacun de nous deux, eh bien, vous communiquera ce qu'il a envie de vous dire, ses nouveaux travaux, les choses importantes de l'application de la méthode. Alors, je vais donc commencer sur la première partie. Je vais passer la parole à Khalid, qui va donc vous expliquer sa conception de la méthode Ishimoku. Bonjour à toutes et à tous. Merci Daniel, merci la FAT pour cette invitation. Je suis Khalid El Bouzidi. Je n'ai pas trop parlé de moi, mais je vais vous donner quelques notions. Le sujet Ishimoku est très large. Et chacun a ses méthodes de travailler, on a tous cherché au début, depuis des années, à comprendre. Et quand on a cherché à comprendre, chacun a trouvé ses astuces à lui. Après, on a cherché encore. Moi, je suis resté toujours curieux. Je devais savoir ce qu'a dit ce monsieur dès le début. Alors, j'ai déjà donné mon avis sur la partie, occidentalisée, de la manière, quand on ne connaissait pas les originaux. J'ai déjà donné mon avis sur 2 livres et sur 2 formations aussi, sont sur mon site. Alors, maintenant, depuis 2007 jusqu'à maintenant, ça fait déjà 7 ans, je suis sur la piste de tout ce qui est original de M. Osuda. Alors, au début, c'était très difficile à comprendre. Je ne pouvais pas me prononcer, je ne pouvais pas, sans application, on marchait sans application en formant d'autres personnes et voir si elles arrivent à sortir leur épingle du jeu, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc, c'est finalement dernièrement que j'ai pu poser les choses que j'ai pu vraiment appliquer au marché, gagner avec et faire gagner d'autres personnes. C'est pour ça. Et donc, je vais vous donner, c'est juste une partie de cet océan immense, cet héritage d'Ishimoku, en plus des recherches des autres personnes qui sont venues après, dont Daniel et d'autres personnes. Ils sont très nombreuses, ils ont écrit des livres, ils ont fait des formations, ils ont fait des choses. Et c'est un océan très
très grand, très vaste. Donc, je vous donne une petite goutte parmi ce que j'ai compris. Et je vais aussi parler de la vague Y, parce que je vois sur le net, beaucoup de personnes se disent que la vague Y ne se traite pas. La vague Y est une vague, comment dire, est une vague intelligente. Si on la comprend, on arrive à voir bien le marché. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la notion de valeur numérique égale. Et je vais vous donner la valeur numérique égale la plus pertinente dans les schémas de l'Ishimoku. OK? Donc maintenant, les valeurs numériques égales, bon, vous pouvez ne pas installer l'Ishimoku sur votre graphique et l'étudier parce que ça a une relation avec les impulsions, corrections, impulsions qui sont les vagues de l'Ishimoku, bon, les vagues du marché en entier, mais là, le découpage est différent par rapport aux autres découpages qu'on connaît et c'est vraiment le plus artistique dans tout ça, c'est que c'est tradable. C'est ça, c'est tradable avec une justesse vraiment extraordinaire. Donc, je commence par vous montrer la plupart des mouvements se font en 3 jambes. Se font en 3 jambes. Si on est en train d'étudier Ishimoku, chaque mouvement se fait en 3 jambes. Donc, une vague qui fait comme ça, qui est haussière, c'est une vague N. Il y a des vagues qui font comme ce schéma-là qui est à droite. Voilà, on a un point voilà, pour qu'on ait des repères. Le début, on l'appellera point A, le deuxième, c'est le point B, le troisième, point C, et le quatrième, c'est le point D. Donc ici, dans la N, c'est que le point C ne vient jamais casser le point A, mais le point D, il va forcément casser le point B. Et je vais me dire que c'est une N. Ça a un rapport avec les patterns de l'Ishimoku, mais ça, on l'a expliqué plusieurs fois sur les objectifs de chaque vague N. Après, on a une autre forme de vague qui est comme ça. Regardez, c'est toujours en 3 jambes. C'est toujours en 3 jambes. Alors, quand on part d'un point A vers un point B, la correction dépasse le point A. Et puis, le retour, l'impulsion qui vient après correction, elle ne dépasse jamais le point B. Alors, vous avez une vague qui s'appelle P. Ça ressemble à une P. Bon, il a donné des nominations selon les lettres de l'alphabet occidental. Mais il faut dire qu'à son époque, les Japonais étaient très influencés par les Occidentaux. Donc, voilà, il y avait un point A, d'où on part. On arrive à un point B, puis la tendance s'essouffle pour corriger sans casser le point A. Et puis, on repart à la hausse, mais on ne va jamais casser le point B. C'est ça, une vague P. Et puis, la vague Y dont je veux parler, vous avez un départ d'un point A vers un point B, puis il y a une chute des prix qui va casser le point A. Mais le marché retourne encore pour casser le point B. Vous allez me dire que c'est une figure d'élargissement, mais attention, la figure d'élargissement, quand il y a intervention de la vague Y et la notion des valeurs numériques égales, la figure d'élargissement, on ne le voit plus comme on la voyait avant. On n'est plus dans le hasard, on est dans des temps précis et des niveaux précis. Vous pouvez même déterminer la trendline où elle peut arriver là, et vous pouvez aussi attraper le départ ici. Rien qu'avec ces notions de temps. Alors, j'avais parlé déjà dans un webinaire du temps, c'était chez IG Market, parler des nombres standards de l'Ishimoku. Alors, si
on n'arrive pas à combiner les nombres standards de l'Ishimoku avec l'onde et qu'on trouve qu'elle est invisible, il y a la notion de valeur numérique égale. Mais ça, il s'en fout des nombres standards. Il s'en fout des nombres qu'on va trouver. Vous avez une vague AB, une BC. Dès que vous connaissez AB et BC, vous connaissez le temps où va se terminer CD. Et quand ça va s'essouffler, sachez que cette onde, vous ne devez plus l'étudier, vous devez chercher une onde encore plus grande. Alors, comment se calculent ces valeurs numériques? Bon, si je prends un temps de AB comme ça, je l'ai mis une flèche bleue, comme fait M. Osoda lui-même, et puis un temps BC, ça, je peux les appeler T1 et T2, et puis un temps 3, qui est le temps qui donne la vague CT. D'accord? Sachez que ces nombres sont applicables à tous trois jambes. Si vous voyez celle-là, c'est la même chose. Si vous voyez celle-là, c'est la même chose. Si vous voyez celle-là, c'est la même chose. Donc, je vais travailler sur la N et je vous laisse imaginer le reste. C'est rien du tout que vous allez comprendre. Alors, vous prenez le temps de A, B, vous le reportez au point B. Vous prenez le premier temps de fin probable de la vague en entier, c'est-à-dire de la troisième jambe. Et vous prenez ce même temps, vous le reportez au point C, vous obtenez un deuxième temps de fin probable de la vague. Et encore, vous avez un temps qui est la somme des deux. Vous le reportez au point C et vous obtenez le temps maximal de fin de la vague. Donc, ce temps maximal de fin de la vague, pour moi, c'est le plus important dans les valeurs numériques égales. La vague se termine ici, vraiment. Donc, quand vous avez ce temps ici, à partir de B, ou ce temps AP à partir de C, vous pouvez avoir des changements de marché. On rentre dans des zones de range, des retracements, des choses comme ça. C'est rare que vous voyez la vague se terminer vraiment. Mais la vague se termine vraiment quand ces deux temps sont absorbés par la troisième jambe. D'accord? C'est ça les notions que je veux donner maintenant. Je passe la parole à Daniel pour donner sa première présentation. Et je passerai pour faire l'exemple et vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Daniel, je te cède la parole. Merci, tu laisses le mystère. Ah oui, bien sûr. On a l'exemple, il reste l'exemple. C'est bon. Alors, je vais mettre même en diaporama normalement, si ça marche. Oui. Alors, mon approche d'Ishimoku est très différente, et vous allez le comprendre, de celle de Khalid. Et quelque part, il m'a un peu tendu la main en parlant d'approche occidentale. Je ne savais pas qu'il allait le dire, et j'assume totalement cette vision qui est d'approche occidentale. C'est-à-dire que dans la façon dont je déroule la méthode Ishimoku, bien sûr, j'utilise les concepts de base découverts par Goshi Hoshino. Oui. Daniel, s'il te plaît, moi je ne vois pas ton écran. Il faudrait que tu sois sur YouTube. Ah, d'accord. Que tu sois sur YouTube. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, j'utilise bien entendu l'ensemble des concepts de M. Osoda, mais je ne déroule pas tout le travail réalisé par ce dernier. Je ne déroule pas les éléments tels que Khalid vous a présenté. Alors, pourquoi eh bien, c'est bien justement de l'histoire, comment dire, de l'expérience de chacun. Moi, je ne viens pas
du monde de la finance, je viens du monde de l'entreprise. J'ai à la fois une formation scientifique, j'ai une formation également économique. Hein. Donc, je suis proche de la notion d'entreprise et je suis venu à la bourse et je suis venu à Ishimoku essentiellement à l'origine sur les actions. Donc, je reste à la fois proche justement de la réalité, du fondamental, et puis je vais vous montrer des exemples comme quoi Ishimoku est une méthode absolument extraordinaire pour traduire le fondamental des actions et traduire la bagarre permanente entre acheteurs et vendeurs. Ensuite, je suis président de l'Association française des analystes techniques. Donc, il est tout à fait normal que je défende également, et je le défends d'autant plus que je l'utilise, l'analyse technique classique. Et je pars aussi du principe qu'on est sur des marchés qui sont compliqués. Je crois que personne ne va me dire le contraire. Donc, si j'utilise des méthodes, des techniques, des outils indépendants les uns des autres, bien entendu, si ces éléments me donnent les mêmes conclusions, la probabilité que ces dernières soient bonnes augmente considérablement. Donc, l'analyse technique classique, elle existe. Elle existe depuis très longtemps, hein, pratiquement depuis le XVIIIe siècle au Japon. Et en Occident, c'est les travaux de Charles Dow qui sont devenus plus connus à partir des années 30, qui ont véritablement lancé l'analyse technique classique. Il y a eu des milliers de livres qui ont été faits en analyse technique classique, c'est que cela représente quand même quelque chose. Donc, et vous verrez ma méthode, qui est là que j'appelle la méthode des convergences, eh bien, répond à cette approche, à savoir que la base, c'est Ishimoku. Je ne prends jamais une position sans qu'elle soit totalement validée par Ishimoku, mais je vais augmenter mon taux de réussite en utilisant des outils de l'analyse technique classique. Et on viendra, je vous montrerai, on va passer sur le. Après, j'ai quelques graphiques à vous montrer. Alors, mon troisième point, c'est moi, je travaille dans la tendance, parce que je considère que la tendance, c'est l'approche la plus susceptible de générer des gains sur le long terme. Le long terme, il n'a pas de signification sur le plan temporel. Si vous avez un écran en 15 minutes, la journée, c'est du long terme. Si vous avez un écran en daily, le mensuel sera du long terme. Donc, c'est par rapport à l'écran sur lequel vous travaillez, sur lequel vous avez dépisté une tendance, que vous allez travailler sur le long terme. Donc, tout mon travail va analyser, et vous verrez que c'est absolument extraordinaire en Ishimoku, c'est presque toujours la même chose. Ensuite, le Ishimoku, c'est l'approche qui fait le mieux le lien entre le fondamental d'un actif et la vision technique. Et ça, je vais vous le montrer sur plusieurs graphiques. Et puis, in fine, après quelques années d'expérience, je me suis concentré dans mon travail sur quelques configurations. Il y en a à peu près majeures, 7 ou 8, hein, que dans le livre que je viens d'écrire, je décris totalement. Et aujourd'hui, je me pose moins de problèmes. Je vais directement sur les types de setup que l'on retrouve, mais alors, tout le temps, à la fin de ce webinaire, quand vous aurez vu, puisque je pourrais qu'en parler sur les tendances baissières, eh bien, vous verrez que la majorité des tendances baissières se déroulent exactement de la même manière. Et c'est ce qui fait que pour moi, et c'est ce que je défends, c'est Ishimoku, c'est un pan entier de l'analyse technique. C'est pas les plateformes traitent ça comme un indicateur, mais c'est un pan entier de l'analyse technique. Et là, maintenant, je vais passer sur la plateforme sur laquelle je travaille. Alors, ma plateforme, elle est là. Elle est où? Elle est là. Et on va commencer par ici, Sopra. Alors, je vais fermer ça. Alors, Sopra. Donc, on va rester sur une période extrêmement récente, hein, ici. Donc, on a une tendance ici qui démarre, une tendance baissière. Donc, on commence d'abord par casser le nuage, puis très peu de temps après,
eh bien, la lagging span sort du nuage vers le bas. On trouve un niveau de support. Alors, est-ce que j'ai... c'est un niveau technique. On trouve un niveau de support ici sur 159,30 €. Et puis, eh bien, on repart vers le haut. Je reviendrai tout à l'heure sur ces schémas de tendance baissière. On arrive au niveau du nuage, un nuage qui est plutôt mince. Ma lagging span, elle arrive aussi sous son nuage. Et vous voyez que pour l'instant, eh bien, on bloque sous quoi? On bloque sur les plats de SSB. D'abord, ici, le premier à 188,5, on a commencé à le franchir et regardez comment on est allé le tester. Et vous notez que ce niveau n'est pas un niveau d'analyse technique classique. C'est un niveau qui a été créé par Ishimoku. Le deuxième niveau sur lequel on bloque pour l'instant, et regardez ce soir, on a clôturé exactement pile poil le centime près à 192,90 € sur ce deuxième plat de SSB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout sauf un hasard. Vous avez une tendance baissière qui se développe avec des phases impulsives, des phases correctives, et les prix vont à tourner autour d'un certain nombre de valeurs qui vont être des valeurs de référence dans le temps. Si je prends ce plat de SSB, si je remonte, je ne vais pas le faire, on n'a pas trop le temps, je remonte mes 26 périodes et puis les 52 derrière pour trouver le niveau correspondant à ce plat de SSB, on voit que pendant un certain temps, pendant la descente, eh bien, le niveau de SSB, c'est-à-dire le point moyen entre le plus haut et le plus bas de 52 périodes, projeté 26 périodes en aval, eh bien, ça m'a donné un plat. Ces niveaux ne sont pas toujours, même parfois pas du tout, ne sont pas toujours des niveaux techniques, d'analyse technique classique. Mais c'est ce que j'appellerais des niveaux fondamentaux qui sont des niveaux cachés. Et seul Ishimoku est capable de donner ces niveaux. Ce sont les zones autour duquel, dans la descente, eh bien, acheteurs et vendeurs se sont bagarrés. Ils se sont bagarrés autour de ces niveaux. Et acheteurs et vendeurs savent. Les grosses mains savent autour de quel niveau ils se sont battus. Et quand on revient dans la remontada que l'on a ici, quand on revient, eh bien, on va également s'arrêter sur ces différents niveaux. Et quand vous avez une tendance baissière, on va le voir à plusieurs reprises ce soir, on a une tendance baissière et on arrive à franchir tout ou partie du nuage sans d'ailleurs que la lagging span ait pu franchir le nuage, eh bien, on va avoir comme résistance l'ensemble des plats de SSB qui ont été créés, parce que tous ces plats ici, ils ont été créés pendant la période de descente. Ce sont des niveaux cachés, mais qui sont révélés par Ishimoku, et ce sont les vrais niveaux impactants au niveau du marché. On va regarder un deuxième actif qui est la Compagnie des Alpes. On va retrouver des éléments à peu près similaires. Regardez ici, je redescends. Donc, je retrouve ma belle tendance baissière ici. On est descendu très bas. On a réussi à franchir. C'est pas fréquent que l'on franchisse un nuage aussi épais. C'est pas fréquent non plus que la lagging span franchisse un nuage aussi épais. Et les cours, ils sont venus se fracasser. Il n'y a pas d'autre terme sur ces deux niveaux, un qui est un plat de SSB Kijun ici à 14, un plat de Kijun pardon à 14,46 et un plat de SSB ici à 14,52. Les plats de Kijun sont des niveaux également de résistance de la même manière puisqu'ils ont été des niveaux de référence pendant la période de descente, mais ce sont des niveaux qui sont plus faibles que les plats de SSB pour la simple et unique raison, c'est que les plats de SSB, eux, ils sont calculés sur une période de 52 bougies, alors que la Kijun, elle est sur 26. Et puis, elle est antérieure à notre plat de SSB. Donc, on voit également là très bien le fait que, les différents plats, et je vais les tracer, je ne l'ai pas fait volontairement, quand on est remonté, regardez ici, on a bloqué ici sur cette zone des deux plats. Voilà, regardez cette zone. On n'a pas réussi à la franchir dans un premier temps. On est revenu juste en dessous, proche de cet autre plat. On a franchi et on a bloqué sur les plats, le plat le plus haut, presque à la sortie de notre problème. Donc, ces éléments Ishimoku sont les seuls qui permettent véritablement de prévoir les résistances
lorsque l'on viendra ou en consolidation de tendance baissière ou quand la tendance baissière aura été invalidée, eh bien, les objectifs, les résistances qui sont les objectifs de la tendance haussière et la nouvelle tendance haussière. Et comme on le voit, ce ne sont pas forcément, des fois ça marche, mais ce ne sont pas forcément des niveaux de l'analyse technique classique. Et c'est ça la grande force d'Ishimoku. Et c'est pour ça que cette méthode est véritablement celle qui, pour moi, correspond le mieux à la bagarre entre acheteurs et vendeurs et correspond le mieux au fondamental. Alors, allons plus loin. Allons plus loin. Ces niveaux, c'était quoi, ces plats de SSB? Ça a été les niveaux autour duquel, pendant la descente, eh bien, la bagarre s'est faite autour de ces niveaux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forme de consensus entre acheteurs et vendeurs dans la période de descente sur la valeur actuelle de l'actif. Que ce soit une action, que ce soit sur un plan macroéconomique, eh bien, le rapport entre deux monnaies, l'euro et le dollar. Donc, c'est à ces moments-là la valeur, et c'est pour ça que ces niveaux sont fondamentaux, c'est la valeur autour duquel, la valeur de l'actif qui a été celle autour duquel l'ensemble du marché a tourné. Ce sont, au fur et à mesure, quand on a cette remontada, ici, eh bien, chacun des plats sont des éléments d'équilibre de ce marché. Alors, si je vais maintenant, je me réfère un peu à des actions, ce qui est un peu ma préférence, eh bien, ces niveaux-là vont être, le fait d'atteindre chacun de ces niveaux va montrer que l'entreprise, eh bien, elle a réglé ses problèmes. Si on est en train de régler ses problèmes, si on a une descente comme on a ici, qui est quand même assez forte, cela veut dire qu'il y a des problèmes au niveau de l'entreprise, des problèmes financiers, des problèmes de marché, des problèmes de gouvernance, des problèmes d'éthique, etc., etc. Et puis, donc, on descend et à un moment donné, il y a un consensus pour repartir vers le haut. Et chacune des étapes marque la remontée qu'a faite l'entreprise par rapport à l'ensemble de sa problématique. Et c'est ce en quoi, là à nouveau, eh bien, on est dans le cadre véritablement du fondamental. Je vais vous donner un troisième exemple avec Vestas Wind, donc qui est le leader des éoliennes. Donc, on retrouve exactement ce même schéma, à savoir une belle tendance baissière, le franchissement du nuage, et puis, eh bien, on franchit le premier plat ici, on va jusqu'au deuxième, qui est en plus un plat de SSB qui joue à 23-25. On n'arrive pas à passer, on revient tester le niveau en dessous, on retrouve des acheteurs, et là on part et on a coincé, on n'a pas pu passer. Donc cet avant-dernier niveau, qui est également un plat de SSB qui donne de la force au niveau et qui fait que, eh bien, on consolide. Alors, on pourra franchir peut-être, mais pour l'instant, eh bien, il n'y a pas la force. Le marché considère que, eh bien, ce niveau ici de 25,65 est un niveau qui est la véritable valeur pour l'action Vestas Wind, c'est-à-dire, elle revient un peu dans la situation où elle était quand on était dans ces niveaux-là au mois de juin de cette année. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est ce que j'appelle ma méthode des convergences, c'est-à-dire j'utilise à la fois les outils de l'analyse technique classique et les outils d'Ishimoku. Alors, voilà, je vous ai mis à peu près ceux que j'utilise de manière classique. On va voir donc 3 graphiques où je vais vous montrer ceux que j'utilise le plus volontiers. Alors, le premier, il est absolument superbe, qui est les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner. Alors, je pense que certains d'entre vous, éventuellement, ne connaissent pas les bandes de Keltner. Là aussi, petite publicité personnelle, je traite ça complètement dans le livre. Les bandes de Keltner alliées aux bandes de Bollinger, c'est pour moi le plus puissant indicateur de bull trap ou de bear trap. Je vous montrerai quelques exemples, ça marche d'une manière extraordinaire. Les retracements et les extensions de Fibonacci, parce que
retracement et extension, retracement d'abord, ça donne véritablement le rythme au marché. Et les extensions, ce n'est que la projection dans le futur, vers le haut, quand on est en tendance haussière, et bien du rythme qu'a pris le marché. Ishimoku ne peut pas toujours, ne donne pas véritablement des rythmes de marché. Elle donne des zones d'équilibre, ce qui est déjà beaucoup. Avec Fibonacci, on rentre dans le phénomène. Eh bien, j'ai une impulsion, j'ai une consolidation. Je viens rechercher dans la tendance haussière des acheteurs. Je repars sur une nouvelle impulsion. Et puis, à un moment donné, je n'ai plus d'acheteurs. Et ce phénomène-là est un phénomène qui rentre totalement dans la psychologie du marché, dans la psychologie des grosses mains. La théorie de dos, je n'utilise pas Ishimoku au niveau de mes stops. J'utilise essentiellement les éléments de théorie de dos et puis beaucoup sur l'interprétation des chandeliers japonais. Les figures de chandeliers, les figures de continuation, les figures de retournement, eh bien, c'est tout simplement la lecture à chaque instant du rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Alors, on va regarder je vous ai préparé quelques exemples, 3 exemples, avant de repasser la parole à Khalid. Le premier, c'est Alten. Voilà. Alors, Alten, donc, je vais traiter essentiellement des tendances baissières ce soir parce qu'on a trop peu de temps. Je peux pas faire les deux en si peu de temps. Donc on a Alten, donc qui était engagé en tendance baissière dans un canal baissier, élément de l'analyse technique, et on a réussi enfin, il y a quelque temps, à franchir le nuage. Et là, maintenant, on arrive sur une situation qu'on peut considérer un peu situation d'attente et d'incertitude. Alors, premier point, regardez la lagging span. Alors, tous les obstacles pour les prix sont des obstacles pour la lagging span. Ici, j'ai à la fois mon canal et j'ai aussi la moyenne mobile 100 périodes qui, très souvent dans les tendances baissières, capte les prix. Là, on vient juste de la franchir, mais la lagging span aura à franchir, il se trouve qu'elles sont proches, aura à franchir de toute façon cette moyenne mobile 100 périodes pour pouvoir aller plus loin. Et puis, bien entendu, sortir du nuage, ça de manière très claire. Et je vais mettre maintenant mes bandes de Bollinger. Elles sont où? Elles sont là. Voilà, mes bandes de Bollinger et ma bande de Keltner. Alors, je ne vais pas faire le détail de la bande de Keltner, mais indiquer ce qui est le phénomène le plus important. Lorsque la bande de Keltner, qui est ici en bleu, est extérieure, les bandes de Keltner sont extérieures aux bandes de Bollinger, ces bandes de Keltner jouent un rôle de résistance extrêmement puissante. Et il est très rare d'arriver à franchir la bande de Keltner. Ce qui veut dire, il va falloir, après, on peut aller plus loin, mais il faudra que la bande de Keltner, elle bouge, elle va évoluer et elle va baisser. Si on continue à être haussier, elle va baisser. Elle va baisser. Donc, pour l'instant, on peut considérer qu'à 130,40 €, j'ai une résistance extrêmement forte. Il se trouve en plus que cette résistance, eh bien, on le retrouve, c'est un plat de Kijun antérieur et c'est même un niveau technique qui a fait, on a eu un support ici. Donc, si d'aventure, j'avais envie d'acheter, il est très clair qu'aujourd'hui, je n'achète pas. Deuxième élément qui me fait douter pour le moment, c'est que tout simplement, elle est partie, pourquoi je ne l'ai pas? Tout simplement, j'ai ici une divergence de RSI, donc élément d'analyse technique classique. Donc, j'ai une divergence de RSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours continuent à progresser, mais de manière, on voit ici, quand même plus erratique. Donc, la pression, le momentum acheteur est en train de baisser. Et ça, Ishimoku ne peut pas me le donner. Ishimoku donc, travaille sur les prix, mais ne travaille pas sur le momentum. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de la volatilité, j'ai besoin du momentum pour pouvoir compléter, pour aller vraiment sur le sentiment de marché. Et ce sentiment de marché, il me dit aujourd'hui que, eh bien, c'est pas encore le moment d'acheter Alten. Les acheteurs, eh ben, ils sont là.
mais on ne peut pas dire qu'il y ait une impulsion haussière qui soit importante. Donc, et ça, Ishimoku ne me le dit pas, et c'est ces compléments d'analyse technique, parce qu'on va aller voir d'autres choses, on va aller voir le momentum, on va aller voir la volatilité, on va regarder des divergences. Ça va me donner des éléments complémentaires à la méthode. Le suivant, c'est le gold, oui, bien sûr, qui est ici. Donc, le gold, j'ai une figure d'analyste. Alors, je suis haussier. Je suis rentré ici dans une consolidation après avoir fait un plus haut historique, je ne sais pas, à 2150 ou 70, je ne me rappelle plus, 2150. Et puis, on consolide. Et qu'est-ce qui se passe? On vient casser la Kijun plate. Et puis, on n'arrive pas à la reprendre, cette Kijun. Et puis, on voit que les cours, ils sont, et ça, c'est le rythme de marché. Les cours sont inscrits à l'intérieur d'une figure d'analyse technique extrêmement classique connue qui s'appelle un biseau d'essoufflement. Dans biseau d'essoufflement, il y a essoufflement. Et donc, lorsque l'on casse ce biseau d'essoufflement, eh bien, ça veut dire tout simplement que le momentum haussier, eh bien, il n'est pas en bonne posture. Et donc, je vais consolider. Alors, j'ai mis une petite flèche, c'est le niveau où je suis rentré en position à 2008 ou 2009, donc à la rupture de juste avant la clôture, vendredi soir, quand j'ai eu la confirmation que mon biseau était en train d'être cassé. Je vais un instant en hebdomadaire, et en hebdomadaire, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, eh bien, un niveau qui est un niveau extrêmement important ici, à 1978 $, qui est tout simplement la Kijun plate, la ligne de partage des eaux de long terme. Et c'est là où, eh bien, notre Kijun plate ici, elle joue tout à fait son rôle, puisque pour l'instant, les cours tiennent. On est exactement posé sur la Kijun plate. Mes bandes de Bollinger, là, eh bien, elles sont en train de se refermer. Mes bandes de Keltner sont très légèrement à l'extérieur, mais ce n'est pas fondamental. Ce qui se passe surtout, c'est que mes bandes de Bollinger sont en train de se refermer. Ce qui veut dire que le dernier mouvement impulsif, celui-ci qui m'a fait aller du bas vers le haut de mon biseau, eh bien, ce mouvement, il est terminé. Et donc, je vais attendre maintenant très peu de temps où effectivement je vais réussir à casser 1978, mais si j'ai une figure de rebond, c'est-à-dire que si j'ai une bougie verte qui marquerait que les acheteurs sont en train de reprendre la main, à ce moment-là, moi, je n'ai pas d'hésitation, je sors de la position. Donc voilà cette double utilisation qui est une figure d'essoufflement d'un mouvement, les bandes de Bollinger et de Keltner, et puis ce niveau Ishimoku majeur qui est la Kijun plate hebdomadaire. Et le dernier où j'en ai deux. J'ai Eurocad. Donc je retrouve ici des éléments à peu près similaires. J'ai laissé mes bandes de Bollinger et de Keltner, je vais les enlever parce que je n'ai pas de message de la part des Keltner. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai eu une phase impulsive, les prix ont franchi un nuage faible, mince. La Kingspan, elle a réussi à franchir un nuage relativement mince également, et puis on est arrivé autour de 1,50, consolidation, et là on est sur plusieurs niveaux qui viennent converger pour m'indiquer que le niveau de 1,46, donc l'euro à 1,46 $ canadiens, est un niveau qui va être certainement fort. Mais les raisons, ma convergence du retracement 50% de Fibonacci, il est très propre, et regardez comment on est posé. Également, il se trouve que je passe en hebdomadaire, ma Kijun plate et l'entrée à l'intérieur du nuage. Je suis posé sur ma Kijun plate. Deuxième élément, et j'ai surtout, on en parlera tout à l'heure, j'ai un nuage qui est un nuage haussier. Un nuage bleu est un nuage haussier. Donc, j'ai à l'heure actuelle 3 éléments favorables qui me donnent le sentiment que je vais rebondir probablement sur 1,46 $.
Et avec quoi comme objectif? Eh ben, 1,48 $ ici, qui est la Kijun plate. Et le dernier c'est JC Deco. Je retrouve plusieurs de mes éléments. Je retrouve ma divergence de RSI ici. Et la divergence, elle est beaucoup plus forte que pour l'actif précédent. J'ai également un canal baissier, ma moyenne mobile sans période. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais les mettre. Eh bien, on a d'abord calé sur ces deux plats de Kijun. Regardez comme c'est. Après 12 ou 13 ans d'Ishimoku, je suis toujours émerveillé de la manière dont les prix réagissent de manière pile poil avec Ishimoku. Donc, les prix n'ont pas pu franchir les derniers plats, non, il y en avait encore, mes plats de SSB. Je reflue sur un niveau ici qui est un niveau majeur en analyse technique à 16,77 €. Tout simplement, c'est que si on casse ce niveau, eh bien, on aura créé une structure en analyse technique qui s'appelle une structure de double sommet et même de triple sommet. Et quand on casse la ligne de coût, eh bien, à ce moment-là, on a un objectif qui est le report par rapport à la ligne de coût vers le bas de la hauteur entre la ligne de coût et le haut du double sommet. Voilà, j'ai un niveau, l'analyse technique me dit ça. Alors, c'est un des éléments de réflexion. Il se trouve ici que pour l'instant, eh bien, ma Kijun plate, on n'est pas encore dessus. On est encore loin du plat de SSB ici. J'ai le seul point d'inquiétude, c'est que j'ai un twist de nuage dans mardi prochain. Donc, et cet élément-là, ce twist est plutôt attirant. Donc, si je casse 16,77, je suis à peu près persuadé que l'on va aller à minima jusqu'au niveau du twist, jusqu'à 16,11 €, peut-être plus bas. Donc, vous voyez que j'ai mon raisonnement, mes choix d'investissement de ce fonds si Ishimoku valide, mais j'utilise tous les éléments que l'analyse technique classique me donne. Donc voilà un peu cette approche donc très rapide, hein, à la fois de la traduction d'Ishimoku comme représentation du fondamental et la méthode, hein, que j'explique vraiment en 5 minutes, des convergences où j'utilise l'ensemble des éléments techniques. Khalid, je te rends la parole. Oui, Daniel. Et donc, pour ta deuxième partie, alors ta deuxième partie, donc c'est traitement libre, et j'ai laissé le mystère sur ce que tu vas traiter dans cette deuxième partie. D'accord. Allez, on commence. Je passe au deuxième slide. Alors, on va appliquer ce qu'on vient de voir sur les valeurs numériques égales. Je vois que ma caméra ne fonctionne pas. Je l'ai activée, mais ça ne fonctionne pas. Dommage. Donc, on va appliquer ces valeurs numériques égales à un marché quelconque. Vous ne voyez pas ici l'USDN. Vous croyez que c'est parce que c'est une terre japonaise que ça marche avec Ishimoku. Mais non, ça marche avec tous les marchés. Et après, celle-là, c'est parce que je l'ai travaillé avec un ami au jour où la vague s'était terminée. Et vraiment, le changement a eu lieu. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris cet exemple parce que je l'ai vécu vraiment. Alors, quand on commence une vague, regardez, c'est là, mon A, B, C et D. Elle se termine où? Elle se termine là. Sur cette bougie-là et pas sur celle-là. Ici. Parce que le temps 20 bars, c'est-à-dire 20 bougies, contre 20 bougies qui est le temps, le premier de AB plus le temps de BC,
est égal au temps de CD, ben, ça s'arrête ici. OK? Lors du schéma, j'ai fait ça, mais c'est une erreur d'inattention, c'était là que c'était terminé. Bon, il y a eu, ce truc-là, ce petit excès, mais c'est une ETE. Si vous regardez sur le Chico, ça se voit très bien. C'est une ETE et c'est normal qu'il y ait cet excès. La vague s'est terminée là. Donc, il faut chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on va chercher d'abord? Il faut chercher le retour au niveau d'équilibre si il y aura lieu. Donc, c'est ce qui est arrivé. Vous pouvez voir ici, c'est en mensuel. Mais vous pouvez appliquer ça sur tous les time frames. Moi, j'aime appliquer sur des temps un peu plus longs parce que ma façon d'aborder les marchés, c'est sur un temps un peu plus long par rapport aux traders, par rapport au day trading, mais c'est applicable partout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mon premier réflexe que je vais faire, c'est de poser les fameux niveaux un tiers de l'amplitude de la vague, I, ça, un tiers, le 1,5 et le 2 tiers. Et voilà, le marché a cassé le 1 tiers, mais il est allé s'arrêter sur la moitié du retracement. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis des Fibonacci comme ça. C'est un langage compris par tout le monde. C'est le 50% de Fibonacci du retracement. D'accord? Alors, on revient à ce que j'ai écrit ici, à droite, en bas. On revient vers le prix d'équilibre qui a tenu, donnant naissance à un nouveau point C d'une vague plus grande. Alors, regardez-moi ce point d'équilibre, il tient, et regardez la ligne de bougie japonaise qu'on voit ici. L'avalement, et puis le marché s'envole. Ça prouve qu'un nouveau point C est né ici. Donc, je prends maintenant A, B et C. OK, c'est ça ma nouvelle vague. Donc, je vais prendre ce temps AB, qui est le temps AD de la première vague, et puis le temps BC, et je vais les rajouter et je vais les projeter vers l'avant. Qu'est-ce qui arrive après? Regardez. On n'est jamais venu casser ce point C. Et c'était un niveau d'équilibre de la vague qui a commencé il y a des années, en 2013, on se souvient bien, ce départ de la période SDN lors des Abenomics. C'était la période des Abenomics. Alors, qu'a fait là-bas? Une jambe, deux jambes, la troisième qui se termine ici. Et mine de rien, regardez, le marché est arrivé au temps de fin de vague. Il n'est pas allé chercher un niveau pour le toucher et rebondir. Mais ça y est, le temps est venu, il faut qu'il parte. Il est parti. Et regardez ce qui est arrivé. D'accord? Donc, le mois de février 2021 était le mois du changement sur la paire USDN. Regardez comment il s'est envolé avec ces trois soldats. Regardez le Tenkan Ikijun qui s'allie pour commencer à remonter. Il y a beaucoup de détails. Vous pouvez mettre une œuvre d'art ici, Nishimoku. Il y a beaucoup de détails sur sur les croisements du Chico avec les cours, sur les niveaux d'équilibre. Vraiment, c'est magique. Mais je ne peux pas rentrer dans tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps et ça va vous mêler les pinceaux. Donc, il faut travailler encore pour vous. Alors, la structure de bougie, regardez là. Le départ, c'était le 21, le mois de février 2021, regardez-le. Et puis le départ a commencé. Regardez là-bas, haussier. Et puis le marché est parti comme un fou. Il n'y avait pas de logique. Mais la logique, c'était dans le temps. Vraiment, c'est le jour du changement. Bon, je l'appelle le jour du changement parce que c'est un langage que j'ai beaucoup. Je parle de cette manière. Mais c'est une métaphore parce que celui-là, c'est un mois de changement. Et la paire s'est envolée. Alors, après, on va passer à un autre truc. Alors,
Pourquoi la paire s'arrête à 152? Aux environs de 152, c'était à 50 pics de moins. Pourquoi elle s'arrête vraiment à 152 yens? Pourquoi elle s'arrête là? Alors là, ça vient d'autre chose. Le problème, la première n terminée se simplifie en i. Regardez là. Bon, ça, je l'ai expliqué. Alors, là, je l'ai expliqué. Donc, je dois passer à une autre slide. Pourquoi? Alors, pourquoi la paire s'arrête à 152 yens? Mais c'est là qu'on va avoir la notion de vague Y et c'est là qu'on va vraiment toucher Ichimoku, vraiment le toucher comme il faut sur le marché, réellement et vraiment. Alors, qu'est-ce qu'une vague Y? On l'a déjà dit, c'est une impulsion AD, puis une correction BC, mais la correction vient casser le point A. Certains vont me dire que ce niveau est cassé, ça y est, voilà, on va faire une projection ici de la V, mais non, il faut toujours avoir les autres confirmations qui sont dans les Shimoku. Ici, le marché va commencer à se renverser sur ce point C. Et sur ce point C, c'est là que vous devez trouver votre signal d'achat pour retourner vers le haut. Alors après, quand le marché casse par là, il revient piéger les vendeurs et il va casser le point A. Alors, on ne sait plus rien quoi faire, mais où est-ce qu'il va s'arrêter quand il va casser le point A? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance entre le point A et le point C et on la reporte au point B. C'est là qu'il va s'arrêter. C'est ça la target d'une vague Y de l'Ichimoku. Et c'est ça la target de la figure de l'arrivissement. C'est là comment vous pouvez trouver d'où la trendline. Vous avez les deux points ici, le A et le C. Mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez tracer votre trendline. La deuxième qui est en haut. Alors, pour le savoir, tracez, s'il vous plaît, là, la target de la Y, et puis passez une ligne qui va de A vers la target de la Y et qui respecte le temps. Et vous allez trouver pile poil. Certaines fois, il n'y a pas pile poil, mais vraiment à 90%, vous allez trouver le point où ça va chuter ou bien ça va exploser à la hausse. Et si cette paquette casse, c'est que le marché va vraiment exploser. Et s'il ne casse pas, le marché va retourner vers le retracement de celle-là, de la CP. Et vous allez voir s'il tient ou ne tient pas pour reprendre à la hausse. Et quand on reviendra ici, il faut utiliser la danse du marché, c'est-à-dire la loi des touchettes 0, 1, 2, 3, pour savoir quand est-ce qu'elle va casser. Parce que quand on va la toucher la première fois, elle va baisser la deuxième fois. Elle va donner votre point 0, et puis ici le point 1, et puis le point 2. Et c'est à la troisième que vous pouvez prévoir une cassure. Et si le marché ne revient pas, ben, ça va redescendre et ça va vous créer une nouvelle Y plus grande et ça va en s'élargissant. Donc, le temps, bon, je l'ai dit, les valeurs numériques égales, le temps le plus important, c'est AB, le temps de AP plus le temps de BC. Mais c'est quoi ce temps? C'est la somme c'est le nombre de bougies, c'est tout. Hein. Donc, est égal la somme de ce temps est égale au temps que va prendre la troisième jambe qu'on va trader vraiment. Maintenant, on veut savoir pourquoi l'USDN s'est arrêté, puisque vous avez connu cette façon de calculer la target de la Y. Vraiment, tout deviendra clair. Alors, l'histoire remonte à 1995, bien avant la naissance de plusieurs
parmi nous maintenant. Et regardez la Y, on va commencer ici. A, B, C. On est venu casser le point A. Voilà. J'ai pris la distance entre A et C et je l'ai reporté à B. Et regardez la précision. Vous voyez? Moi, je vois que même fondamentalement, ce range annuel qui a fait une figure de préparation, ça encore, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet plus grand. C'est l'étude du range chez Ishimoku, chez M. Osoda, en utilisant les nombres élevés. Ici, fondamentalement, sur le graphique, je vois que le yen va encore baisser. Je crois que sans politique, sans se référer à rien, il n'y aura plus le problème de la déflation chez les Japonais d'ici quelques années. Parce que, regardez, ça a touché ici, ça a donné le point 0. Ici, ça va donner le point 1. Il y aura un point 2 et puis un point 3 et ça va faire boum et ça va exploser. La figure de préparation ici, elle est complète. Figure ou structure de préparation, elle est complète selon les concepts Ishimoku. Et ce range, moi je vais mouiller maintenant. Je ne sais pas si je vais rester vivant dans je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais je me mouille dès maintenant. Ce range va exploser à la hausse. Parce que regardez le croisement du Kinkoyo qui prépare la cassure des ranges. Regardez la vague Y qui va se terminer en janvier 2027. D'accord? L'année 2027, cette vague, il n'y aura plus, on ne va plus l'étudier, on va étudier autre chose. Je crois que cette vague N-là, qui est là, elle va continuer à la hausse. Et donc, il n'y aura plus ce problème de déflation au Japon dont il a souffert pendant des décennies. Peut-être que le yen va encore chuter plus. Voilà, je vous ai montré ces choses pour que vous soyez conscients que les vagues des reins sont aussi très pertinentes et j'espère que vous avez apprécié. Voilà, je te repasse la parole, Daniel. Merci Khalid, c'était extrêmement clair. Alors, je vais, comme tu as dans ta deuxième partie, tu as explicité et tu as éclairé ton propos de la première, je vais faire la même chose avec ma propre approche donc de la méthode que j'appelle la méthode des convergences. Alors, on va passer on va regarder trois choses ensemble. Le premier, c'est ce que j'ai appelé, j'ai découvert ça il y a quelques mois, au moment de l'écriture du livre, que j'ai appelé la tête de SSA et que je vais vous expliquer. Le deuxième point qu'on va regarder tous malheureusement rapidement, c'est le sens de nuage. Que veut dire un nuage haussier? Que veut dire un nuage baissier? Et quelles en sont les conséquences? Et puis, comme je l'ai expliqué au début, avec le temps, petit à petit, eh bien, j'ai énormément simplifié ma réflexion et mon approche d'investisseur en me limitant, dans la majorité des cas, à quelques configurations classiques. Aujourd'hui, que je vais traiter de tendance baissière. Alors, je vais passer sur la plateforme, voilà, et je vais commencer par le premier, c'est Continental. Donc, l'entreprise allemande. Alors, je vais l'expliquer là-dessus. Je vais me mettre comme ça. J'ai plus besoin du RSI. Je l'enlève. Voilà. Les cours, donc retendance baissière, franchissement du nuage, belle attaque du nuage avec l'ouverture d'un gap haussier, deux belles bougies, des quasi Marubozu, et puis tout d'un coup, eh bien, on commence d'abord, par bloquer sur un plat de SSB ici,
et au juste au-dessus, un plat de SSB Kijun, donc autour de 69,70 €. On reflue, et puis on repart, et là, nouvel arrêt sur aucun niveau a priori. Ce n'est pas un niveau technique, ce n'est pas a priori un niveau Ishimoku, et en fait, c'est ce niveau-là que j'ai appelé une tête de SSA, c'est qui se produit lorsque l'on a une partie plate, comme ici, qui dure quand même un petit peu de temps. Alors, je n'ai pas de données quantitatives, mais vous voyez, ça, ce ne serait pas un plat de SSA. Hein. Ça, ce n'est pas un plat de SSA. Il faut qu'il y ait véritablement, et je vais expliquer pourquoi ce niveau, il est important. Donc, je vais revenir à mon calcul de ma SSA. Donc, je prends ce point-là, je prends 26 périodes, et je prends ma Tenkan, ma Kijun, et je vais mettre le point moyen ici entre la Tenkan et la Kijun, ici. Et puis, vous voyez ici, mon 50% de Fibo, eh bien, c'est le calcul traditionnel de ma tête de SSA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en la circonstance? On avait un mouvement qui était haussier. Et puis, ce mouvement, eh bien, il a commencé par s'arrêter de progresser. En conséquence de quoi? Eh bien, ma Tenkan, elle s'est mise à plat, qui a montré que sur le court terme, eh bien, la dynamique haussière était interrompue. Et puis, on a commencé derrière à casser la Tenkan. Et puis, plus tard, on est venu casser la Kijun. Donc, cette zone-là, ça a été en fait une zone de retournement. Et cette zone de retournement, ce niveau d'équilibre, comme les SSB dont on a parlé, eh bien, cette zone, on a tourné autour de ce niveau-là, on a tourné autour de 71,32 €. Il devient un niveau d'équilibre important, mais dans une période particulière, qui est la période où eh bien, le marché s'est retourné. Et donc, ça a été le niveau d'équilibre le plus élevé de court terme, hein, dans le sens de SSA. Ça a été le niveau d'équilibre de court terme le plus élevé. C'est donc devenu un niveau majeur. Et c'est pour cela que, eh bien, maintenant, je mets toutes mes têtes, de SSA. Il faut, comme je vous l'ai expliqué, que ce soit une vraie tête, c'est pas une pointe. Hein. Une pointe, ça veut dire que on n'a pas eu de zone d'équilibre. L'important, c'est que ce niveau, il est perduré pendant un certain temps. Si on est en daily, c'est quelques jours. Si c'est en mensuel, en hebdomadaire, une tête de SSA hebdomadaire est encore plus forte qu'une tête de SSA en daily, comme tout élément, tout SSA, SSB ou tout élément d'équilibre Ishimoku en hebdomadaire est plus fort que l'élément en quotidien. Eh bien, ce niveau, eh bien, je l'indique maintenant sur mes courbes, et tout simplement, je l'ai trouvé parce que je ne comprenais pas pourquoi le marché s'arrêtait à ces niveaux-là. Et j'ai trouvé, c'est un peu l'approche, mon approche d'origine, une approche scientifique, qui est, je constate l'apparition d'un phénomène et j'essaie d'en faire la théorie. Et c'est exactement ce que je fais ici. Donc, ma tête de SSA ici, dans cette zone-là, eh bien, elle a interrompu la progression des prix. On est revenu chercher en dessous des acheteurs. On est revenu tout simplement dans la zone ici de mon plat de SSB Kijun, regardez, et même plus bas. Et là, on est reparti et on a trouvé à nouveau des acheteurs pour poursuivre la progression de Continental. De la même manière, bon, pour l'instant, eh bien, j'ai mes bandes de Bollinger qui sont ouvertes, tout va dans le bon sens. On est arrivé ce soir sur un niveau de résistance majeur ici, hein, un niveau technique de résistance majeur à 74 €. On peut s'attendre, c'est déjà été le cas, à ce qu'il y ait une consolidation où, eh bien, soit directement sur ma tête de SSA à 71,32, ou consolidation plus forte et que j'aimerais moins, de revenir vers les 69,50, 69,60. Deuxième exemple, c'est le Nasdaq en hebdomadaire. Voilà. Alors, lui, il est plus ancien, hein, c'est plus ancien.
et je l'avais largement utilisé. Vous voyez ici, alors je refais pas la démonstration. Donc là, ce niveau, il a fonctionné pendant à peu près, il a fonctionné pendant 2 semaines, 3 semaines, donc il commence à être un certain temps. Et vous voyez que, eh bien, dans la part haussière, l'impulsion haussière qui s'est terminée ici au mois de juillet, eh bien, ne s'est pas arrêtée sur un niveau technique et s'est arrêtée sur ma tête de SSA. Et les cours ont reflué. Et là, on est revenu, on part, là, je suis sur la plateforme en direct. Hein. On est revenu récemment, on a franchi la tête de SSA et vous voyez qu'il a fallu revenir la tester après franchissement avant de repartir vers le haut. Donc ce niveau ici à 15 860 sur le Nasdaq, eh bien c'est un niveau qui était de résistance et qui est maintenant un niveau de support majeur. Il faudra le casser dans le futur si les prix sont censés aller plus bas. Donc voilà cette notion de tête de SSA et son importance. Maintenant, je vais venir sur un deuxième élément qui est là, le sens du nuage, la couleur du nuage. Là, je suis sur une action qui est score, donc le réassureur. On a donc une tendance baissière. On vient réattaquer le nuage qui, lui, est baissier et on repart vers le haut. Alors, un nuage baissier, c'est lorsque la SSA est en dessous de la SSB. C'est-à-dire que la zone, le niveau d'équilibre de marché à court terme est inférieur au niveau d'équilibre de marché à long terme. La différence entre les deux, eh bien, c'est la volatilité. Mais si j'ai un niveau d'équilibre court terme qui est en dessous du long terme, ça veut dire que, eh bien, les prix dans la dernière période, donc qui est celle qui va influer le plus sur les résistances et les supports Ishimoku, eh bien, sont plutôt orientés vers le bas. C'est lié tout simplement, ce phénomène, à la grande jambe de baisse qui est ici. Donc, mon nuage, moi je le colorie dans cet orange-là. Et quand c'est le contraire, à savoir la SSA au-dessus de la SSB, c'est-à-dire l'équilibre des prix à court terme est au-dessus de l'équilibre des prix à long terme, c'est la conséquence en la circonstance de cette tendance haussière, eh bien, le nuage, il est haussier. Et quand on est en dessous du nuage, eh bien, un nuage baissier va être un élément de résistance. Et quand on est au-dessus du nuage, le nuage haussier est un élément de support. Pour passer en tendance haussière, il va falloir franchir un nuage baissier, bien entendu, à condition que la lagging span, là, il se trouve qu'elle a un tout petit nuage. Hein, la lagging span, elle passe assez facilement, un seul test et on repart. Donc, quand on franchit un nuage baissier, ça veut dire que les prix sont à ce moment-là sont bien supérieurs. Il y a un véritable côté impulsif, à savoir que les prix sont supérieurs à la notion de court terme et en plus à la notion de long terme. Alors, il y a des obstacles. Hein. Il a fallu revenir dans le nuage avant de repartir. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc, on aura toujours une difficulté à franchir un nuage baissier. Donc, dans les mouvements de contre-tendance baissière, on peut franchir le nuage à un moment donné, mais on n'est pas forcément sorti d'affaire. Il va falloir franchir les plats de SSB ici, et puis il va falloir que la lagging span franchisse, elle également, son propre nuage. Là, il se trouve qu'il est extrêmement mince, donc le franchissement est facile. Là, vous voyez, on est sur une belle tendance haussière. On a un mouvement haussier tout à fait classique, hein, avec la Tenkan qui est support du mouvement. Et puis, je vais me mettre en daily aussi. Hein. Les deux sont, on va retrouver les deux. Non, je vais rester en weekly, excusez-moi. Je vais rester en weekly, pardon. Donc là maintenant, eh bien, mon nuage, il est haussier, ce qui veut dire que là, j'ai un premier test de ma Kijun. Vous voyez à quel point la Kijun a supporté les cours pendant plusieurs semaines. Même si on a eu un peu des portes de saloon avec bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte, et enfin une deuxième bougie verte, mais on est encore revenu tester la Kijun. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé le nuage, eh bien, la tendance restera haussière. Et plus
la tendance avance, plus le nuage est élevé, plus l'équilibre des prix est élevé, et plus eh bien, la tendance aura la possibilité de continuer à progresser. Donc, un nuage baissier, il va être compliqué à franchir. Un nuage haussier va correspondre à une zone de support extrêmement puissante, et il faudra casser ce nuage. Et vous voyez, on a ici en plus une tendance qui est très très dynamique, ce qui fait que l'équilibre des prix court terme et l'équilibre des prix long terme eh bien, sont éloignés. Donc j'ai une épaisseur de nuage, j'ai une forte volatilité, j'ai une épaisseur de nuage ici qui est très importante. Donc pour pouvoir passer en tendance baissière, il faudra sortir du nuage. Donc le premier niveau, le premier plat de SSB qui donnera une éventuelle sortie de nuage, eh bien, sera à 24,66. On est là à 20, on est autour de 27,30 ce soir. Donc plus on avance, plus le nuage est épais et plus on a de marge de manœuvre avant de passer avec une vision baissière. Le deuxième exemple, c'est Carrefour. Et Carrefour, là, je crois que je suis en... Il faut que je le mette en daily de mémoire, si je ne me trompe pas. Voilà Carrefour. Carrefour, là, elle est aussi tout à fait caractéristique de ce phénomène. Vous avez une tendance baissière, on arrive quasiment à franchir le nuage. Ma lagging span, elle reste en dessous. Elle a ici, elle s'est cassé le nez sur sa Kijun. Au-dessus, j'ai un plat de SSB. Et si je passe en hebdomadaire, eh ben, je vais tout simplement retrouver à la fois ici un plat de Kijun ici à 17,36 €, donc un niveau fort, et vous voyez que eh bien, ce niveau a fait résistance eh bien, pratiquement depuis le 6 novembre. Et puis, j'ai un plat, ma Kijun actuelle, et vous voyez que cette semaine, eh bien, Carrefour a beaucoup dérouillé, et on a cassé, c'est aujourd'hui, on a cassé notre nuage. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement, on franchit un nuage baissier, mais on n'arrive pas à aller plus haut, on n'arrive pas à franchir eh bien, nos obstacles, nos plats de SSB et nos plats d'éléments de Kijun hebdomadaire. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui ce qu'il y avait eu comme particulier au niveau de Carrefour, mais là, on a ouvert un gap baissier, on a un parfait Marubozu, la bande de Bollinger Basse, eh bien, elle est ouverte. Donc, maintenant, on a un premier niveau de résistance encore, hein, entre 15,90 et 16. Mais quand je vois les bougies d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi être particulièrement optimiste. Et je vois beaucoup plus revenir à minima vers les 15,48. Donc, un franchissement de nuages baissiers, nuages rouges, c'est une grosse résistance. Un nuage bleu, un nuage haussier, est un support important. Et puis, troisième et dernier élément que je voulais vous indiquer, non, j'en ai un troisième encore, hein, j'en ai un troisième qu'on va regarder rapidement, c'est Berkshire Hathaway. Alors, je ne me rappelle plus si c'était en daily ou en weekly que je voulais vous le montrer. C'est clairement en daily. Voilà. Donc, ici, eh bien, on retrouve ce phénomène de non-franchissement ici, tout simplement, eh bien, c'est que j'avais une résistance, la lagging span, pardon, n'a pas réussi, c'est la lagging span qui a été la raison de l'échec. La lagging span n'a pas réussi véritablement à sortir de son nuage et elle n'a pas réussi à se tenir au-dessus de sa Kijun ici, que je vais mettre en rouge. Mais c'est surtout ce que je voulais vous montrer, c'était la lagging span qui a échoué à sortir du nuage. Résultat des courses, eh bien, le nuage était trop épais pour la lagging span. Eh bien, les prix n'ont pas réussi à aller au-dessus et on est reparti vers le bas. Alors maintenant, sur Berkshire, quelles sont les possibilités? On a, comme c'est souvent le cas, quand on n'arrive pas à franchir, eh bien, on a autant de niveaux de support qui étaient des résistances, on l'a vu dans des cas précédents. Mes plats de SSB sont maintenant des niveaux de support, notamment le plat le plus bas qui est l'entrée du nuage ici, qui tient, qui a permis un rebond. J'ai également mis mes retracements de Fibonacci correspondant à cette dernière impulsion. Regardez la précision
du fonctionnement, on est venu tester pile poil le retracement 38.2. Quand j'ai un retracement 38.2, eh bien, mes objectifs vont, les extensions, je les ai indiquées ici, le 0,618, le 0,786 et le retracement, l'extension 1. Mon premier niveau, c'est tout simplement regarder la résistance. Alors d'abord, il va falloir que je franchisse, il va falloir que la lagging span sorte de son nuage, hein, premier élément. Donc il va déjà falloir que je franchisse 361 $38 ici. Hein. Donc il faut qu'une lagging span sorte, qu'elle ne me refasse pas le coup qu'elle m'a fait il y a à peu près un petit mois, d'échouer à la sortie et de repartir vers le bas. Donc il faudra qu'elle sorte, il faudra qu'on refranchisse en clôture quotidienne 361,38 et après, eh bien, je vais avoir comme objectif à la fois la convergence de mon niveau technique ici, puisque en daily, le Ichimoku ne me dit rien. Je ne vais pas aller voir le weekly, on n'a pas trop le temps. Et voilà donc les niveaux qui sont mes niveaux objectifs 371,30, 373,28, 376,52 et 383. Donc voilà donc cette approche avec les couleurs de nuages et avec ma méthode des convergences. Les deux derniers graphiques pour illustrer un dernier point que je voulais vous indiquer, qui est, je vous ai expliqué, moi maintenant je travaille essentiellement au maximum avec des schémas tendanciels, et aujourd'hui je ne fais que du baissier, des schémas tendanciels qui sont extrêmement classiques. Si vous regardez en ce moment, hein, et même à toute période, quand vous regardez des schémas baissiers, vous retrouvez toujours la même chose. À savoir, bon, le démarrage de la tendance, à savoir d'abord la sortie du nuage de la part de la Tenkan. Il faut que la Tenkan, elle passe sous le nuage. Ici, on a en plus quelque chose qui est cher à Khalid, qui est une katana, donc qui donne de la conviction aux vendeurs, qui montre une forme de dynamique entre le court terme et le long terme, la sortie de la lagging span du nuage, le retest du nuage de la part de la lagging span, un quasi-retest, et après, on repart vers le bas, et la tendance baissière se fait en totale harmonie avec la Tenkan. Et donc, tant que l'on est dans ces situations, on est vraiment à l'abri. On peut faire descendre ces stops comme on le souhaite. La Tenkan protège la tendance baissière. On a de temps en temps des éléments de franchissement. Lorsqu'on arrive à des niveaux, parce qu'on a fait tout ça baissier en ligne droite, à un moment donné, bien sûr, il faut souffler un petit peu. Bien sûr, ici, on était un petit peu en survente par rapport à la Tenkan. On est venu, on a consolidé, on est revenu chercher la Tenkan, on a recréé l'harmonie avec la Tenkan. On ne vient jamais chercher la Kijun, c'est dire si la tendance est forte. Et généralement, on franchit la Kijun lorsque l'on arrive très proche temporellement d'être en confrontation avec le nuage ici. En général, ce qui se passe, le premier contact avec un nuage que je vais qualifier de moyennement épais est un échec. On retrouve notre échec par l'ouverture ici d'un gap baissier. On revient une deuxième fois tester le nuage, ça ne fonctionne toujours pas. Et ici, sur Richemont, ce n'est que très récemment que l'on a réussi à franchir le nuage parce que, tout simplement, le nuage s'était réduit en termes d'épaisseur. Alors, on n'est pas pour autant sorti de l'auberge au niveau de Richemont, pour déjà une première raison qui est, si je me mets en hebdomadaire, eh bien, Richemont arrive sous le nuage et j'ai en résistance ces trois plats ici de SSB hebdomadaire, 120 francs suisses 55, 121,70, 122,65, qui sont autant de résistances. On voit qu'il y en a au moins une ici qui est l'équivalent d'un plat de SSB en daily. Ma lagging span est encore dans le nuage. Il va falloir qu'elle sorte du nuage. Il va falloir qu'elle franchisse ici la moyenne mobile sans période, puisque ça a été pendant la période de baisse une résistance au mouvement. Eh bien, les prix ont franchi la moyenne mobile 100. Il faudra derrière que la lagging span franchisse la moyenne mobile 100. Et ce n'est que le franchissement ici de 122 francs suisses 65 qui nous permettront de viser derrière le plat de SSB au-dessus, de 122 à 130. Donc, ça fait quand même 6 ou 7%.
et au-dessus encore cet autre plat de SSB à 133 francs 35. Donc voilà un peu un schéma de tendance baissière qui se caractérise par d'avoir toutes les conditions de sortie du nuage. Dans le livre, je fais une checklist des conditions qui, pour moi, je donne la checklist, qui permettent de rentrer en position de manière sûre. L'harmonie avec la Tenkan, de temps en temps un test Kijun, surtout quand on est éloigné du nuage. Il faut pas, on le verra sur un deuxième exemple, si on a un test de nuage trop tôt, un test de Kijun, pardon, trop tôt, alors qu'on n'est pas encore dans la zone du nuage en termes de temps, eh bien généralement le rejet est très violent et on repart très fortement vers le bas. À un moment donné, rapprochement du nuage, on vient tester celui-là pour une simple raison, c'est que ici, quand j'étais là, la distance avec le nuage, elle est considérable. On était aux alentours de 122 francs et pour aller tester le nuage, il faut aller à 138. Donc, c'est quasiment impossible. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité à une force acheteuse de se mettre en place. Et puis, donc, le dernier, il y a Thierry Fanger qui nous dit faites dans une minute. Mais il ne va pas tout dire en même temps, hein, monsieur Powell. Hein, il va mettre un petit peu de temps à fixer la situation. Donc le dernier c'est le XFAB, donc le fabricant de machines pour l'électronique. On retrouve notre tendance baissière. Vous voyez ici, on franchit la Kijun très tôt, trop tôt. Généralement, c'est beaucoup trop tôt. Ou effectivement, on arrive, ce qui est rare, à venir tester le nuage, mais c'est très rare. Généralement, on s'écroule. On a une belle figure d'analyse technique classique de retournement, une étoile du soir. On vient recasser la moyenne mobile 100 qu'on avait réussi à franchir, et puis bien, on vient trouver un support évidemment sur un plat ici de SSB Daily, et qui est également un plat de SSB en hebdomadaire, ici, en plus un plat futur, ce qui est un niveau encore plus fort, ce qui veut dire que ce niveau ici, eh bien, à minima jusqu'à fin mars 2024, ce sera un niveau de référence, bien sûr, si on y retourne, hein, mais ce sera un niveau de support fort. Donc, on trouve un support dans cette zone de plat de SSB, on repart avec une bonne dynamique, on franchit ici un nuage qui est baissier, mais relativement mince. Et puis, eh bien, on vient à nouveau s'écraser sur ma zone de plat de SSB. Ça, c'est à nouveau, on retrouve un niveau de schéma extrêmement classique des tendances baissières. On casse le nuage. On reste dès que la Tenkan est sortie de son nuage, il faut qu'elle sorte par le bas, qu'elle casse ce plat de SSB. Le mouvement se met en place en harmonie avec la Tenkan. Le fait ici d'avoir tenté trop tôt de revenir sur le nuage, eh bien, on crée en fait une longue katana ici, et le marché va vers sa zone de support avant de repartir. Là, on a le franchissement normal de la Kijun, le test du nuage, et vous voyez qu'il faut quand même 3 jours avant de rentrer véritablement à l'intérieur du nuage. Voilà donc fin de ce webinaire en ce qui nous concerne. J'ai pas vu véritablement de questions importantes. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. On va rester encore quelques minutes ensemble. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, ceux qui connaissent Khalid, et je vois que il y a dans le chat, il y a certainement un des Khalid Boy, si je peux m'exprimer ainsi, Sharkawi, qui remercie et montre la limpidité de ce qu'a expliqué Khalid. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec l'approche ou qui veulent en savoir plus sur l'approche de Khalid, qui est quelque chose d'à la fois que je trouve de très fin, de très complet. Donc, vous trouvez sur Amazon en particulier, hein, vous trouvez. Alors, je parle pour toi, Khalid. Hein, si tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Donc, Khalid a en fait développé son œuvre, hein, ses ouvrages en 3 livres.
en 3 tomes, hein, qui font chacun en gros une centaine de pages et qui traitent d'aspects particuliers. Donc vous pouvez les retrouver sur Amazon. Comme je l'ai dit au début, petite publicité, ces 3 livres sont livrables avant Noël. Et moi, ce que je vous ai présenté est également, je l'ai fait rapidement compte tenu du temps, mais tous les développements et d'autres d'ailleurs, vous pouvez les trouver également dans le livre que j'ai sorti il y a peu de temps, Le pouvoir d'Ishimoku, et qui est également, vous le trouvez sur Amazon, et il est aussi pour vos cadeaux livrable avant Noël. Je n'ai pas d'autres questions. Je te laisse dire un dernier mot, Khalid, avant de dire au revoir aux participants. Eh bien, voilà, je vous encourage tous à penser beaucoup, c'est tout. Et puis après, merci à tous les participants, merci à toi surtout pour cette occasion encore très belle de se rencontrer et d'échanger. Merci beaucoup. Alors, c'est le 3e webinaire que l'on a fait sur Ishimoku au sein de la FAT. Je trouve qu'un rythme comme celui-là, hein, à peu près une fois par an, on continuera à le faire. Ça permettra également de communiquer sur nos propres travaux, hein, à Khalid et à moi, puisque vous expliquez, on continue l'un comme l'autre à faire de la recherche, on trouve de nouvelles choses. C'est une méthode qui est vraiment extrêmement riche. Donc, il me reste à vous souhaiter 1, bon appétit, 2, d'excellentes fêtes, Noël et fin d'année, et puis, vive Ishimoku. Et dernier point, la question qui m'a été posée. Donc, ce webinaire va se retrouver, dès que j'aurai eu le temps de le mettre sur la chaîne YouTube de la FAT, ce sera de toute façon au grand plus tard, avant la fin de ce week-end. Et j'enverrai à tous les participants un mail avec le lien vers la chaîne YouTube de la FAT, sur lequel vous pourrez revoir l'ensemble de cette quasiment 1h30 que l'on a passé ensemble. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous. Et bonsoir à toi, Khalid. À bientôt. Merci beaucoup. À toi aussi.